Je me tenais dans l'encadrement de la porte, à 2 heures du matin. La lumière du couloir projetait de longues ombres sur mon visage. À mes côtés se tenait Hélène Laurent, enveloppée dans un manteau hors de prix, qui ne parvenait pas à dissimuler le tremblement de ses mains. Ma femme a sursauté dans son lit. Ses yeux se sont écarquillés, remplis de confusion et de peur. « Qui est-ce » a-t-elle haleté. « C'est Hélène » ai-je répondu calmement, « la femme de ton patron. » Elle tenait à rencontrer personnellement la maîtresse de son mari. Le visage de ma femme a perdu toutes ses couleurs. « Cela fait 6 mois que je rassemble des preuves » ai-je continué. Des reçus d'hôtel, des SMS, des photos. J'avais regardé mon mariage s'effondrer, pendant qu'elle croyait que je ne me doutais de rien. Mais, je n'avais pas l'intention de crier, ni de tout casser. J'avais prévu quelque chose de bien plus efficace. Hélène a fait un pas en avant. Sa voix était ferme, malgré la douleur. Mon mari sera au bureau dans 4 heures, pour une réunion d'urgence du conseil d'administration. Je te conseille de ne pas y aller. Le téléphone de ma femme a vibré. C'était un message de son patron, nous devons parler. Immédiatement. Le piège s'était refermé. Tout a commencé il y a 3 semaines, lorsque j'ai croisé Hélène, par hasard, dans un centre commercial. Je l'avais reconnue, grâce à des photos sur les réseaux sociaux. C'était une femme élégante, la quarantaine, toujours habillée de façon impeccable, affichant toujours un sourire en public. Ce jour-là, pourtant, elle ne souriait pas. Elle était assise, seule, à la terrasse d'un café. Elle fixait sa tasse, et des larmes coulaient sur ses joues. Quelque chose m'a poussé à l'aborder. C'était peut-être un sentiment de reconnaissance, car une personne trahie en reconnaît souvent une autre. Ou alors, peut-être que c'était le destin. « Hélène Laurent » ai-je demandé doucement. Elle a levé les yeux, essuyant rapidement ses larmes. « Oui, nous nous connaissons ?» « Non » ai-je répondu, mais je crois que nos conjoints, eux, se connaissent très bien. Je m'appelle Antoine. Je suis le mari de Nathalie. Son visage s'est figé. Pendant quelques secondes, nous nous sommes simplement regardés. Nous étions 2 inconnus, liés par la plus amère des trahisons. « Asseyez-vous » a-t-elle finalement dit. Nous avons discuté pendant 3 heures. Il s'est avéré que ses soupçons avaient commencé à peu près en même temps que les miens. Des réunions tardives, des voyages d'affaires soudains, un nouveau parfum sur ses chemises. Elle avait engagé un détective privé. Moi, j'avais mené mon enquête tout seul. Nos 2 histoires se sont emboîtées, pour former une mosaïque terrifiante. « Que voulez-vous faire » a-t-elle demandé. « Je veux qu'il paie » ai-je répondu. « Mais pas de scandale, pas de drame. Je veux tout leur prendre, aussi discrètement qu'ils nous ont volé notre vie. » Hélène a hoché la tête, lentement. « J'ai une idée. » Au cours des 3 semaines suivantes, nous sommes devenus une véritable équipe. Hélène, de par sa formation d'avocate, savait exactement comment rassembler des preuves capables de résister à n'importe quel examen juridique. Moi, travaillant dans l'informatique, je savais comment accéder aux courriels, ainsi qu'aux dossiers financiers. Ensemble, nous étions inarrêtables. C'est à ce moment-là que nous avons découvert les détournements de fonds. Son mari, Victor, était le directeur financier d'une grande entreprise. Ma femme, elle, travaillait dans son département, en tant que manager. En fouillant dans les documents, j'ai remarqué des transactions étranges. Il y avait des paiements adressés à des prestataires fantômes, et des frais gonflés pour des projets qui n'avaient jamais vu le jour. Chaque euro détourné finançait leur liaison. Il y avait un appartement luxueux, en plein centre-ville, loué mais payé avec les fonds de l'entreprise, sous couvert de « salle de réunion ». Il y avait aussi des voyages à Cannes, à Monaco, et à Dubaï, tous justifiés comme des déplacements professionnels. Cependant, les photos trouvées dans le téléphone de ma femme racontaient la vraie histoire. Des cadeaux de créateurs, qu'elle cachait au bureau, en pensant que je ne remarquerais ni ses nouveaux sacs, ni ses nouveaux bijoux. Il vole sa propre entreprise, juste pour l'impressionner, a dit Hélène, avec un sourire amer. Quelle ironie, et elle l'aide à le faire. Ai-je ajouté, en lui montrant des messages où ma femme donnait des conseils pour dissimuler les dépenses. Elle est complice de bout en bout. Le plan était simple,
mais il exigeait une précision absolue. Hélène devait contacter le président du conseil d'administration, qui était un vieil ami d'université. Moi, j'allais remettre toutes les preuves de la fraude, mais d'abord, nous voulions frapper un grand coup psychologique. C'est pour cette raison que nous étions dans ma chambre, à 2 heures du matin. C'est pourquoi ma femme tremblait, en nous regardant. Et c'est pourquoi son téléphone était inondé d'appels, venant de son amant paniqué, qui venait tout juste de comprendre que sa vie volait en éclats. « Tu peux lui répondre », ai-je dit à ma femme. « Mais ça ne servira à rien. D'ici demain matin, sa carrière sera terminée. Et la tienne, avec la sienne. » Hélène a posé un dossier sur le lit. C'est une copie du dossier destiné à la police. Détournement de fonds, falsification de documents, et fraude. Vos 2 noms figurent sur chaque page. Ma femme a ouvert la bouche, mais aucun son n'en est sorti. Le choc l'avait laissé sans voix. Nous partons, ai-je dit. Profite bien de ta dernière nuit dans cette maison. Dès demain, elle m'appartiendra. Nous sommes sortis, la laissant seule dans ce monde en ruine, un monde qu'elle avait elle-même bâti sur des mensonges. À l'aube, Hélène et moi avions exécuté notre plan, avec une précision sans faille. Mon avocat a déposé la demande de divorce à minuit pile, et j'avais déjà transmis un dossier exhaustif au conseil d'administration de l'entreprise. Il contenait des courriels, ainsi que des vidéos de vidéosurveillance, montrant leurs activités après les heures de bureau. Tout était horodaté, et méticuleusement classé. Le patron de ma femme n'était pas seulement un mari infidèle. Pendant des années, il avait pillé les caisses de l'entreprise, afin de financer son train de vie avec ma femme. Les séjours luxueux à Cannes, l'appartement loué pour le rendez-vous, les cadeaux de luxe. Tout avait été acheté avec l'argent qu'il détournait, via de fausses factures. J'avais découvert tout cela en les espionnant, et l'enquête d'Hélène est venue confirmer chaque détail. La réunion du conseil d'administration a été expéditive. La sécurité l'a escorté hors du bâtiment à 9 heures du matin. J'étais assis dans un café, juste en face du centre d'affaires, et j'observais la scène à travers la baie vitrée. Victor est sorti du bâtiment, portant une boîte remplie d'effets personnels. Son visage était rouge, déformé par l'humiliation et la rage. 2 vigiles marchaient à ses côtés, comme s'il escortait un criminel. Quelques employés se sont arrêtés, pour assister à la chute de cet homme, qui, la veille encore, figurait parmi les dirigeants les plus puissants de l'entreprise. Mon téléphone a vibré. Hélène venait de m'envoyer un message, première phase terminée. Passons à la deuxième. Ma femme m'avait déjà appelé 17 fois. J'ai répondu au 18e appel, en remuant tranquillement mon café. J'ai été renvoyé, moi aussi, sanglotait-elle. Ils m'ont dit que j'étais complice. Mes comptes bancaires ont été gelés pour les besoins de l'enquête. Antoine, je t'en supplie, tu dois m'aider. C'est une énorme erreur. Ça ne m'intéresse pas, les jeux interrompus d'un ton calme. Hélène et moi sommes en train de prendre un café. Son ex-mari va tout perdre lors du divorce. L'indemnité que je vais recevoir sera également très conséquente, compte tenu de ton adultère. Bien que, je le soupçonne, il ne te restera plus grand-chose à partager. Antoine, attends. J'ai raccroché, puis j'ai bloqué son numéro. Le téléphone s'est remis à sonner presque aussitôt. Cette fois, c'était Victor. J'ai rejeté l'appel, sans même jeter un coup d'œil à l'écran. Hélène est entrée dans le café 10 minutes plus tard. Son avocat marchait sur ses talons. Il s'agissait de Michel Moreau, l'un des meilleurs spécialistes du divorce en ville, réputé pour être impitoyable dans les salles d'audience. « Tout est prêt ?» ai-je demandé. « Les papiers du divorce seront déposés cet après-midi », a répondu Michel, en ouvrant sa tablette. « Nous avons des preuves irréfutables de l'adultère, du détournement des fonds familiaux, et surtout, de l'utilisation des biens communs pour financer une liaison extra-conjugale. Hélène gardera la maison, les voitures, et la majeure partie des économies. Son fonds de pension sera également divisé en votre faveur. » « Et concernant la procédure pénale ?» a demandé Hélène. « La police a déjà reçu le dossier de la part du conseil d'administration, a précisé Michel. Une enquête pour fraude à grande échelle a été ouverte. Le montant détourné dépasse les 2 millions d'euros, sur les 3 dernières années. Votre mari risque entre 5 et 10 ans de prison. »
J'ai vu quelque chose vaciller dans le regard d'Hélène. Ce n'était pas de la pitié, mais plutôt la réalisation que cet homme, qu'elle avait autrefois aimé, venait de détruire sa propre vie, de ses propres mains. Et pour Nathalie? Ai-je demandé doucement. Michel m'a tendu un dossier. Votre avocate, Isabelle Mercier, a préparé tous les documents nécessaires. L'adultère est prouvé, par les photos, les messages, et divers témoignages. De plus, sa participation au montage financier de son patron fait d'elle une complice de fraude. Non seulement elle va perdre son emploi, mais elle s'expose aussi à des poursuites pénales. L'entreprise va-t-elle porter plainte contre elle? Ai-je demandé. C'est déjà fait, a acquiescé Michel. Une action au civil a été intentée pour obtenir des dommages et intérêts. Ils veulent récupérer tout l'argent volé. Et comme elle a signé de nombreux documents en tant que manager, elle est tenue pour solidairement responsable, avec Victor. Je me suis adossé à ma chaise, laissant le temps à ces informations de faire leur chemin. 3 mois de planification, 3 semaines de collaboration étroite avec Hélène, et des heures interminables à récolter des preuves. Tout avait conduit à cet instant précis. Vous savez ce qui est le plus ironique? A remarqué Hélène, en regardant par la fenêtre. S'ils avaient simplement avoué la vérité, s'ils avaient été honnêtes, et s'ils avaient demandé le divorce de manière civilisée, nous aurions pu nous séparer comme des adultes. Ils auraient pu sauver leur carrière, préserver leur dignité, et peut-être même, conserver une partie de notre argent. Mais ils ont choisi le mensonge, ai-je conclu. Et un mensonge en entraîne toujours un autre. De l'argent volé, de faux documents, une double vie. Ils avaient construit un château de cartes, et nous avons juste soufflé dessus, a ajouté Hélène, avec un léger sourire. Mon téléphone a de nouveau vibré. C'était un message, provenant d'un numéro inconnu. Je l'ai ouvert, et j'ai vu une photo. Ma femme se tenait sur le trottoir, devant son entreprise, tenant un carton rempli d'affaires. Exactement comme Victor, 1 heure auparavant. Son visage était couvert de larmes, et son maquillage avait coulé. Sous la photo, un message d'une de ses collègues, ils l'ont escortée dehors, devant tout le monde. La direction a fait savoir qu'elle n'obtiendrait jamais de recommandation de la part de l'entreprise. Tout le bureau ne parle que de ça. J'ai montré la photo à Hélène. Elle l'a longuement observée, avant d'opiner du chef. Ils ont récolté ce qu'ils ont semé, a-t-elle affirmé. Ni plus, ni moins. Ce sont simplement les conséquences de leurs propres actes. Michel a rassemblé ses documents. Je dois me rendre au tribunal. Mais gardez à l'esprit que les prochains mois vont être éprouvants. Ils vont essayer de négocier, de vous supplier, et peut-être même de vous menacer. Ne cédez pas. Nous ne céderons pas, avons-nous répondu, presque d'une seule voix. Une fois l'avocat parti, Hélène et moi sommes restés assis en silence. Nous étions 2 personnes, unies par la trahison, et par une soif de justice. Comment vous sentez-vous? A-t-elle fini par demander. Vidé, ai-je admis, mais je sais que c'est la bonne chose. Et vous? Pareil. Elle a fini son café. La vengeance n'apporte pas de joie, mais elle permet de tourner la page. Et c'était la vérité. Nous n'étions pas en train de célébrer leur chute. Nous regardions simplement la justice suivre son cours. 3 mois plus tard, je signais les derniers documents du divorce à la table d'un café, et non dans un tribunal. Ma femme était assise en face de moi. Elle semblait avoir pris 10 ans. Elle était retournée vivre chez ses parents. Quant à son ancien patron, il attendait son procès au pénal. Je suis désolé, a-t-elle murmuré. Je sais, ai-je répondu. Mais le mot désolé ne restaure pas la confiance. Et le mot désolé ne rend pas le temps perdu. Ses mains tremblaient, pendant qu'elle signait la toute dernière page. J'ai remarqué que ses bagues de prix avaient disparu de ses doigts. Elle les avait sûrement vendus, afin de payer les frais d'avocat. Ses cheveux, qu'elle coiffait toujours avec tant de soin, étaient simplement attachés en queue de cheval. Ses vêtements de créateur avaient laissé place à un jean basique, assorti d'un pull. Tu as tout eu, a-t-elle dit à voix basse, sans oser lever les yeux. La maison, la voiture, les économies. Il ne me reste que des dettes. C'est toi qui as fait ce choix, Nathalie, ai-je répondu, sans méchanceté, mais sans aucune pitié non plus.
Chaque décision a des conséquences. Elle m'a enfin regardé, et j'ai vu quelque chose de brisé dans son regard. Je pensais qu'il m'aimait. Il m'avait promis de quitter Hélène, et de faire sa vie avec moi. Il disait qu'il investissait pour notre avenir. Il volait de l'argent, les jeux corrigés. Et tu l'aidais à le faire. C'est toi qui as signé ces documents, Nathalie. Tu savais très bien que ces prestataires n'existaient pas. Elle a enfoui son visage dans ses mains. Au début, je ne savais pas. Et ensuite? Ensuite, il était déjà trop tard. J'avais peur qu'il me quitte, si je refusais de l'aider. Et à la place, c'est moi que tu as trahi, ai-je répondu. 10 ans de mariage. 10 ans, durant lesquels je t'ai fait une confiance aveugle. Tu as fait ton choix, lui, son argent, et ses mensonges. Pardonne-moi, a-t-elle chuchoté à nouveau. J'ai été stupide, et tellement égoïste. J'ai absolument tout gâché. La serveuse nous a apporté des cafés. Nous sommes restés silencieux. Nous n'étions plus que 2 personnes, qui avaient autrefois prévu d'avoir des enfants, et de vieillir côte à côte. À présent, nous n'étions que 2 étrangers, signant des papiers juridiques. Qu'est-ce que tu vas faire, maintenant? Ai-je demandé, davantage par politesse que par véritable intérêt. Chercher du travail, a-t-elle répondu. Mais personne ne veut embaucher quelqu'un, qui a été renvoyé pour fraude. Même si les charges finissent par être abandonnées, ma réputation est ruinée. Ma mère m'a proposé un poste de vendeuse, dans sa boutique. Passer de directrice financière à vendeuse dans un magasin de vêtements. La chute avait été aussi brutale que douloureuse. Et Victor? Ai-je fini par demander. Son visage s'est durci. Il ne répond même plus à mes appels. Dès qu'il a été arrêté, j'ai cessé d'exister pour lui. Son avocat m'a ordonné de garder mes distances, en m'expliquant que ma présence ne ferait qu'aggraver son cas. Il t'a donc laissé tomber, ai-je constaté, alors que tu as tout risqué pour lui. Oui, a-t-elle répondu, la voix brisée. Je t'ai perdu. J'ai perdu mon emploi, ma réputation, et mon argent. Et lui, il a tout simplement disparu de ma vie, comme si je n'avais jamais existé. J'aurais pu éprouver de la satisfaction, face à sa détresse. J'aurais pu savourer ses larmes. Pourtant, je ne ressentais qu'un immense vide. La vengeance s'était accomplie, mais elle n'avait apporté aucune joie. Seulement un point final. Tu dois signer juste ici, ai-je indiqué, en pointant le bas de la dernière page. Elle a pris le stylo, d'une main tremblante, et a apposé sa signature. C'était fait. 10 années de mariage venaient de se terminer, d'un simple trait de plume, dans le silence d'un café. Lorsque je suis sorti dans la rue, l'air glacial m'a frappé le visage. C'était le début du printemps, mais l'hiver s'attardait encore. J'ai aperçu Hélène, qui m'attendait à côté de sa voiture. Nous avions convenu de nous retrouver, une fois les papiers signés. Vous êtes prêt? M'a-t-elle demandé. Je suis prêt, ai-je confirmé, d'un signe de tête. Je viens, moi aussi, de signer mes papiers, a-t-elle ajouté. Victor n'a même pas daigné se déplacer. Il a envoyé son avocat à sa place. Lâche jusqu'au bout, ai-je fait remarquer. Nous sommes restés silencieux un instant, à regarder les passants. C'étaient des gens ordinaires, avec des problèmes ordinaires, totalement ignorants du drame que nous venions de traverser. Vous savez ce qui est étrange? A repris Hélène. Je pensais que je ressentirais un certain triomphe, que le fait de voir sa chute m'apporterait de la satisfaction. Mais en réalité, je ne ressens que de la fatigue. La vengeance n'est pas une victoire, ai-je dit. C'est simplement la justice. Et la justice rend rarement heureux. Toutefois, elle est nécessaire, a-t-elle complété. Si nous n'avions rien fait, ils auraient continué. Ils auraient volé encore plus d'argent, et trahi encore plus de gens. Mais nous les avons arrêtés. Oui, ai-je reconnu. Nous les avons arrêtés. Hélène a regardé sa montre. Un café? A-t-elle suggéré. Un café, ai-je accepté. Nous avons marché jusqu'à un autre établissement, loin de l'endroit où nous avions signé nos documents. Au cours de ces 3 derniers mois, nous avions forgé une amitié improbable.
Nous étions deux personnes, liées par la trahison, mais qui avaient refusé le statut de victime. Que allez-vous faire, maintenant? A demandé Hélène, une fois installée à une table près de la fenêtre. Je vais vendre la maison, ai-je répondu. Il y a trop de souvenirs. Je vais acheter un appartement plus petit, et peut-être adopter un chien. Je veux prendre un nouveau départ. C'est un beau programme, a-t-elle dit en hochant la tête. Moi aussi, je ressens le besoin de changement. Je vais peut-être reprendre mon activité d'avocate, pour aider les gens lors de leur divorce. Après tout, j'ai désormais une solide expérience sur le sujet. Nous avons ri, doucement. C'était un rire sans joie débordante, mais un rire sincère. Vous savez ce que j'ai réalisé? Ai-je lancé. La vengeance ne passe pas par des hurlements, ou de grands drames. La véritable vengeance, c'est le sang-froid. Ce sont les documents, les preuves, et la patience. C'est le fait de laisser les gens s'effondrer, sous le poids de leurs propres fautes. Nous ne les avons pas détruits, a convenu Hélène. Nous avons simplement montré à tout le monde qui ils étaient réellement. La vérité s'est chargée du reste. J'ai regardé par la fenêtre. Nathalie marchait dans la rue, le dos voûté sous le poids de son sac. Elle avait l'air minuscule, et totalement perdue. Une part de moi, une petite part enfouie depuis longtemps, a ressenti une pointe de pitié. Mais la majeure partie de mon être se contentait d'observer. Nous avons gagné, ai-je murmuré. Non, a corrigé Hélène, nous avons survécu, et c'est bien plus important. La vengeance n'est pas toujours bruyante. Parfois, elle est silencieuse, patiente, et redoutablement efficace. Je n'avais pas anéanti ma femme et son patron sous le coup de la colère. Je les avais détruits avec des preuves, du calcul, et la simple vérité. Ils avaient pris un risque, en pensant que je ne découvrirais jamais rien. Mais ils ont tout perdu, tout simplement parce qu'ils avaient sous-estimé l'homme qu'ils avaient trahi. Je suis parti, sans jamais me retourner. Devant moi s'ouvrait une nouvelle vie, enfin purifiée de leurs mensonges.